Je reviens vers vous, suivant l'hypothèse que vous avez émise tout à l'heure, en disant que si jamais la destitution n'aboutit pas, nous pourrions quand même aller à l'élection. Moi, je trouve une telle suggestion, entre guillemets, aberrante, sachant bien sûr que la situation administrative de M. Ali Bongo ne lui permet pas de se porter candidat à une élection présidentielle. Je ne fais pas de débat dans la matière. Effectivement, nous devons, à chaque palier de notre combat, nous mobiliser au maximum et aller jusqu'au bout de nos exigences. Parce que nous n'avons à la limite plus que des exigences à cet égard. Mais pour les besoins de la démonstration, j'ai voulu démontrer qu'il fallait absolument que nous ne laissions, comme le laboureur à ses enfants, aucune place où la main ne passe et ne passe. Je m'appelle Pamela Onfona Besolo. Je suis gabonaise et fière de l'être. Je suis de la province du Wellington et je suis également une femme commando. Donc, monsieur Moukani, déjà, je vous remercie pour le travail que vous faites. C'est vrai qu'à un moment, j'ai été un tout petit peu déçue parce que vous avez un tout petit peu flirté avec le pouvoir en place. Mais vous êtes revenu sur le droit chemin et je vous exhorte à être un extrémiste, mais dans le bon sens du terme. Ne mangez plus dans plusieurs plats. Sinon, ça peut vraiment... Non, mais ça peut vous tuer et ça peut vous discréditer. Donc ça, c'est vrai que je n'ai pas une grande expérience en politique, mais c'est le conseil que je vous donne. Et nous, les femmes commando, on est des incorruptibles. Nous sommes des femmes intègres. Donc je vous exhorte à regarder dans cette direction. Donc, et je voulais également dire que je ne suis pas d'accord. Moi, je n'irai pas me faire enrôler. Si on parle de destitution, transition, élection, moi, je ne vois pas pourquoi j'irais me faire enrôler. Et pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui est très proche d'Ali Bongo qui m'a appelé il y a quelques jours pour qu'on fasse une émission ensemble. Il m'a dit, c'est vrai, qu'on ne regarde pas dans la même... comment dire, on n'a pas la même vision, mais on peut quand même demander aux gens d'aller se faire enrôler. Je lui ai dit, niet. Il m'a traité d'extrémiste. Et moi, j'ai trouvé bizarre qu'un proche d'Ali Bongo m'appelle pour me demander d'aller me faire enrôler. Mais c'est que la fraude est des gens en route. C'est que la fraude est des gens en route. Il m'appelle, il essaye de me convaincre. Je lui ai dit, je suis une extrémiste et je n'irai pas. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce sont les mêmes institutions qui sont là. On va aller faire la queue pendant 1 heure, on va aller se faire enrôler, on va aller voter, et au finish, Marie-Madeleine Moronso va encore déclarer Ali Bongo vainqueur. Moi, je préfère que l'on reste dans cette... comment dire, que l'on regarde dans ce sens-là, destitution, transition, élection. Et s'il tombe au soir du 29 août, mais on peut attendre 2 semaines et laisser les gens aller se faire enrôler. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas motivée. Ce n'est pas la chaise vide. Non, ce n'est pas que je vais faire la politique de la chaise vide. Ce n'est pas que je vais faire la politique de la chaise vide ou quoi. Mais moi, je me dis que c'est mal logique. C'est mal logique tant que tout n'est pas mis en place. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Moi, je perds mon énergie pour qu'Ali Bongo dégage. Donc, mais pas pour aller me faire enrôler. Et j'aimerais également vous dire en fait que Marie-Madeleine Moronso, ça c'est concernant l'UPG, elle a dit que les partis de l'opposition ayant plusieurs représentations doivent essayer de s'aligner. Qu'est-ce que vous allez faire? Étant donné qu'il y a plusieurs représentations au sein de l'UPG, il y a Ben Moubamba, il y a tel, et elle vous a demandé de vous aligner, alors qu'elle-même est hors la loi. Je me tiens devant vous, debout devant vous par respect. D'abord, une observation sur la destitution. Comment, Monsieur Bozibo, excusez-moi, Monsieur Bozibo. D'abord, oui, Bozibo. D'abord, une observation sur la destitution. Nous parlons là du Gabon.
Donc nous devons rester quand même assez lucides. Comment voulez-vous qu'un pays qui est aux antipodes de la démocratie, aux antipodes du droit, du respect du droit, puisse justement s'appuyer sur ce droit-là, justement s'appuyer sur ce droit-là pour pouvoir destituer. Je vais dire simplement que vous, votre force, votre arme, c'est la loi. Vous, votre arme, ou bien nous, notre arme, ce sont les règles de droit. Mais un pays qui ne respecte pas les règles de droit, un pays où les clés de voûte sont tenues par un homme fort, froid, violent, comment voulez-vous vous appuyer sur la loi pour pouvoir destituer? En termes simples, comment matérialiser cette destitution? Depuis 1993, le pouvoir, l'opposition a toujours gagné les élections. Mais l'opposition n'a jamais pu arracher le pouvoir, donc prendre le pouvoir. Partant de là, M. Kombila l'a dit la dernière fois, j'ai assisté à une de ces conférences ici. 2016 va ressembler de manière simple à 2009. Alors aujourd'hui, n'est-il pas bon, ça c'est encore un autre volet de ma question, n'est-il pas bon de retourner sur le dialogue, par exemple, avec M. Ping? Il faut le dire, je ne suis pas un fervent supporter de Ping, mais n'est-il pas bon de retourner vers le dialogue? Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, ce sera pareil. Ali Bongo va gagner cette élection par force et par tricherie. Ce n'est pas quelqu'un qui respecte la voix, qui respecte une voix et voilà. Donc aujourd'hui, n'est-il pas bon de retourner vers le dialogue? Parce que la vraie question, c'est le plan B. Quand il va gagner les élections, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le contraindre? Qu'est-ce qu'on fait pour l'enlever? C'est ça la vraie question. Parce qu'il va... C'est mon avis. Et pour justement aussi reprendre à la dame, moi je demande à tout le monde de continuer à s'enrôler parce que s'enrôler est un droit, voter est un droit, mais aussi un devoir. Faites votre part, faites vos pas, faites votre part. S'il vous plaît, c'est sa question. Faites votre part, continuez à vous enrôler et observez. Voilà, merci. Je milite dans l'opposition depuis 1990, d'abord au PGP, mais depuis 1999, j'ai cessé de me laisser encarter. Donc j'ai pris une parole qui est devenue un peu plus libre. Je ne suis plus soumis à la discipline du parti. Bon, en fait, je suis satisfait un peu d'être venu vous voir et de vous avoir écouté, parce qu'il y a un certain nombre d'informations auxquelles on n'a pas accès sur Facebook ou par d'autres moyens. Par exemple, il y a eu beaucoup d'évolutions, l'adoption des primaires citoyennes, bien que vous disiez tout à l'heure citoyenne, mais finalement on se rend compte que vous avez décidé de réunir 100 personnes par formation. Personnellement, je les voulais citoyennes, c'est-à-dire avec la possibilité que les différents candidats aillent, comme M. Ping l'a fait, de localité en localité, se présenter aux populations et que vous organisez à cette occasion des élections, de telle façon que les populations se prononcent sur le candidat qu'ils veulent voir venir. Et je me dis que par le système de pondération, on finira par avoir un candidat qui réunit le maximum de suffrages, mais cette fois sur l'étendue du territoire. Je sais qu'il y aura le billet de l'enfant du pays. Je connais ce billet, l'enfant du pays. Donc forcément, le candidat de Ndéndé sera le plus voté par les populations de Ndéndé. Mais en passant de localité en localité, le candidat de Ndéndé sera peut-être un peu moins voté par les autres. Mais quand on va additionner les suffrages, on se rendra compte qu'il y en a un quand même qui est un peu plus, on appelle ça un peu le maillot jaune. Il serait un peu le plus voté sur l'ensemble d'étendue du territoire. Le principe des délégations, c'est une contribution, je crois. Le principe des contributions des délégués, je veux bien le retenir, mais moi je souhaitais le retenir sous une autre forme. J'aurais souhaité que les localités désignent peut-être 10 ou 100, comme vous voulez, personnes qui, à la fin à l'issue donc du premier tour des primaires, au cas où il y aurait 2 personnes qui se détachent, puissent trancher entre ces 2 personnes. Au moins, j'estime que de cette façon, il y aurait une certaine légitimité.
Maintenant, je trouve que vous nous affaiblissez. Je parle là qu'on appelle ça, de la relation entre ceux qui sont dans la diaspora, à l'extérieur, et vous qui êtes sur le terrain. Vous nous affaiblissez parce que là, je me rends compte qu'il y a un certain nombre d'informations que je n'ai pu avoir que parce que je suis venu assister à cette entrevue. Alors que j'estime qu'étant donné que vous êtes présents, vous ou d'autres, sur les réseaux sociaux, j'estime qu'il y a la possibilité de faire passer toutes ces informations. Est-ce qu'il fallait vraiment attendre? Je ne sais pas, moi, ça fait 2 ou 3 ans qu'on travaille. Est-ce qu'il fallait attendre tout ce temps pour avoir des informations, que ce soit sur les primaires, sur les différentes thématiques, que ce soit les primaires, la révision électorale? Bon, je passe sur l'acte de distance parce que moi, je regrette un peu qu'on mette, qu'on mette beaucoup d'accent dessus au dépend des autres thématiques qui nous sont peut-être encore plus importantes. Je vous remercie. Et nous sommes entre nous, la contradiction doit aussi être de mise. Et il est bon, effectivement, que cette contradiction soit suscitée, si on nous permet de sortir par le haut. Je prends sur moi de ne plus flirter avec le pouvoir au demeurant. Je n'ai jamais flirté avec le pouvoir. En fait, c'est l'audace. C'est cette audace que nous partageons qui m'a convaincu face à cette sollicitation. Mettez-vous dans ma posture de l'époque, je suis le président du Front et le chef de l'État m'envoie des émissaires pour me dire que demain il y a un remaniement, le gouvernement, vous y êtes. Et je leur dis clairement non, je ne suis pas intéressé. Ils me disent, nous ne sommes que des mandataires, est-ce que tu peux le dire à lui-même? Il y a dans une certaine tradition politique l'idée sur laquelle, face au chef de l'État, tout le monde revisite ses convictions à défaut de les abandonner. Je suis allé face à lui dire, il n'est pas possible que l'opposant que je suis entre dans un gouvernement, ou plutôt les hypothèses de participation de l'opposition dans un gouvernement relèvent dans la pratique politique des situations de crise. Le gouvernement de l'ouverture ne se justifie pas en situation de crise. S'il tant est qu'il est convaincu que moi, qui appartient à notre famille politique, je peux participer avec lui dans un gouvernement, alors il doit admettre qu'il y a une crise. À l'époque, je suis le président du Front. Je suis le rédacteur de l'agenda cadre, notamment. Je veux le dialogue inclusif. Je lui fais la démonstration que s'il admet qu'il y a une situation de crise, ce que nous disons, alors qu'il ouvre le débat avec tous les Gabonais de manière exclusive, de manière transversale, la plus transversale possible, pour que les Gabonais se retrouvent et débattent de leur pays et mettent les bonnes hypothèses pour que ce pays change. Dans ces conditions-là, s'il arrive à tenir ce dialogue, il n'aura aucune peine à formuler son invitation à l'opposition et à tous les autres Gabonais qui se prononceront. Voici l'hypothèse dans laquelle ce débat, cette invitation peut être examinée. Pour tout vous dire, si on va dans le détail, il accepte le principe et il recherche maintenant le jour, ou du moins le temps, il dit bon, parce qu'on est le 11 septembre. Il dit, je crois que cela renvoie à octobre, je vais repartir, je reviens à Combessi. Parce qu'il est bon aussi que vous sachiez que dans cette salle, nous sommes à 5. Ali Bongo Ndimba, de son côté, Mexan Combessi et M. Massa. De mon côté, M. Moukani Wango, bien sûr, et M. Boissy Jean-Noël. Nous sommes 5 dans cette salle. Alors que Ali Bongo Ndimba a presque accepté le principe, il recherche la date pour convoquer ce dialogue. Mexan Combessi l'arrête devant nous tous, et je réalise que c'est le vrai président du Gabon. Vous avez entendu parler, moi je l'ai vu à la manœuvre. Il l'arrête pour dire, monsieur le président, on ne peut pas renvoyer. Vous devez absolument mettre le gouvernement en place parce qu'avant de partir,
vous devez présider un conseil des ministres. Je l'ai convoqué pour dimanche. Il parle à la première personne. J'ai convoqué le conseil des ministres pour dimanche. Et Massar dit, non, c'est mieux de ramener cela à samedi. Et c'est au vu de cela qu'Ali me dit, dans ces conditions, Monsieur le Président, je vous accorde 24 heures de réflexion. Et à condition, on a la parole pour dire, les 24 heures courent depuis hier, donc je le prononcer maintenant. Et ça n'a pas raté. Et ça n'a pas raté, puisqu'il voulait que je me prononce maintenant. Je dis, vous voyez bien que je n'aurais même pas eu le temps de consulter mes propres militants, à défaut de consulter le front. La réponse, c'est non. Donc, non, ça n'est pas flotter le pouvoir. C'est pousser l'audace à un niveau, effectivement, dont j'aurais pu pâtir. Parce que j'étais dans l'antre du démon, tout pouvait arriver. Maintenant, oui, il faut qu'on ait un minimum de recul de ce point de vue. Madame Moronso, vous avez parlé de Madame Moronso. Là aussi, c'est une information que je dois vous porter. Lorsque le débat de l'enrôlement a été envisagé, Madame Moronso, la Cour constitutionnelle, a tenu un certain nombre de réunions avec les partis politiques et en l'occurrence, elle a convoqué les chefs des partis politiques. Au sein du Front, nous nous sommes réunis pour convenir de la position à adopter. Devait-on aller à la rencontre de la Cour ou devait-on rester sur la réserve? Nous avons décidé d'aller porter la contradiction à la Cour en son sein. Donc, au jour indiqué, je me suis rendu à la Cour constitutionnelle. Effectivement, à la porte, on m'a dit, mais l'UPG est déjà dedans. Je dis, je m'appelle Moukani Wangou, je suis le président en exercice du Front. Ils m'ont fait passer parce qu'elle est gardée par la garde républicaine. Lorsque je me retrouve dans la salle d'audience, grande salle, je constate que mes pairs ne sont pas là. Donc j'appelle le président Liboto pour dire, président, vous êtes à quel niveau là? Moi je suis déjà dans la salle. Il me dit, en définitive, on a décidé de ne plus y aller. Je dis, vous auriez pu me le dire, parce que moi je suis déjà dans la salle, et tout naturellement, tout l'aéropage a pris acte que je suis là, je ne peux plus ressortir. Je porte la contradiction ici et maintenant. Et ça va arriver. La Cour va rentrer, dans ses grands atouts, bien sûr, et Mme Moronso, en pareille circonstance, fait son one-man show. Elle nous indexe en disant, vous les partis politiques, vous n'êtes pas sérieux. Ça fait 2 ans que la liste électorale n'a pas été révisée. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Mais moi, par contre, j'ai convoqué le ministre de l'Intérieur pour lui demander pourquoi il ne tient pas les opérations de révision. Et le ministre de l'Intérieur, tenez-vous bien, lui a fait pour réponse qu'il n'a pas d'argent. Le pauvre. Et Mme Moronso, face à cela, aurait à convoquer le ministre des Finances pour lui demander pourquoi il prive le ministre de l'Intérieur d'argent, qu'il lui trouve un peu d'argent, et il a pu lui trouver un peu d'argent, et c'est donc grâce à elle que les révisions se font aujourd'hui. Et donc nous a indexés en la matière. Naturellement, lorsque le débat s'ouvre, je suis parmi les intervenants, comme vous le faites. La réponse est celle-ci. Madame le Président, je n'entendais pas intervenir sur la question de liste électorale. Parce que je venais pour la 3e partie de votre communication qui devait porter sur le traitement du contentieux par la Cour. Je venais pour ça. Parce qu'on s'était arrangé la veille, on s'affecte des rôles. Et sur le débat sur le contentieux, c'était moi qui devais intervenir. Mais je savais quelles étaient nos positions sur toutes ces questions-là. Donc, sur la liste électorale, je lui dis ceci. Madame le Président, on apprécie la qualité d'une démocratie à la qualité de sa loi. S'agissant de la révision de liste électorale, la loi a connu beaucoup d'évolutions. Initialement, il s'agit de la 796 qui porte disposition commune à toutes les élections au Gabon. Elle indiquait dans ses dispositions initiales que la révision des listes électorales se tenait du 1er janvier au 30 mars de chaque année.
3 mois, 90 jours. Cette loi a évolué, elle a restreint le délai et aujourd'hui, le délai de révision c'est 45 jours désormais et la période calendaire n'existe plus. Je lui faisais observer que par cette évolution-là, la loi avait perdu ce qui en faisait son essence, la prévisibilité. Aujourd'hui, on ne sait plus quand est-ce que l'opération peut avoir lieu. Alors qu'à l'époque, dès le 2 janvier, le citoyen, dans sa veille citoyenne, pouvait s'émouvoir et commencer à arriver dans les brancards pour dire pourquoi on ne révise pas les listes. Aujourd'hui, plus personne ne peut attaquer le ministère sur le fait qu'il n'appelle pas à la révision, puisque le ministère est désormais libre de fixer la révision au temps et à la période qu'il veut. Et s'agissant de l'argument des moyens dont le ministère de l'Intérieur était privé, j'ai demandé à Mme Boronso, parce qu'à certains égards, la Cour constitutionnelle participe aussi à la régulation des institutions, s'il était simplement sérieux que dans une république, un ministère manque de moyens sur une obligation légale qui doit être couverte par le budget, par la loi des finances de l'année. À l'année, les ministères vont aux conférences budgétaires et sollicitent l'inscription des fonds à raison des obligations, j'allais dire prégnantes, qui leur sont opposables, et celles-là l'est chaque année. Est-ce que c'est sérieux dans une république? Naturellement, dans les réponses, elle a compris que je venais dans l'offensive. Elle a dit oui, vous avez raison, je crois qu'on va signaler aux législateurs qui remettent la prévisibilité dans la tenue des listes électorales. Mais le débat viendra dans la troisième partie, sur le traitement du contentieux. Par rapport à cela, je vais prendre la parole une fois de plus pour dire Madame la Présidente, la Cour c'est 9 membres, dont 6 magistrats. Moi, je suis magistrat et je peux donc me prévaloir de l'amitié des 6 magistrats, de mes collègues. Pour ce qui est des autres, je leur fais mes offres d'amitié, libre à eux d'accepter ma demande d'amitié ou non. Mais en tout état de cause, je n'ai que de l'amitié pour toute la Cour. Mais lorsqu'on est entre amis, on doit se dire des vérités. Et c'est ça qui va arriver. Je dis voilà, vous êtes une juridiction d'abord. Et toutes les juridictions du monde fonctionnent sur des prérequis. L'impartialité du juge vis-à-vis des parties en jugement ou en procès. Sur cette thématique, chaque fois que la preuve est faite, quand le juge est l'une des parties en procès, il y a un lien d'amitié, de parenté ou d'inimitié. Cette situation-là est constitutive, je passe sur contrôle, d'une cause de suspicion légitime qui commande le juge, pour conserver la sérénité des parties et leur égalité devant le procès, qui commande le juge à se retirer, à se... Voilà, sous peine d'être récusé. Question, pourquoi la récusation ne marche pas dans votre cour, puisque plus d'une fois, la preuve a été rapportée que des juges de votre juridiction ont des liens qui posent problème. Alors, quand je pose ces questions-là, tous les collègues, parce qu'on se regarde, on se connaît tous, n'osent plus me regarder et ils se cachent dans la rédaction, dans l'écriture. Mais je continue. Je dis, la bonne gouvernance postule dans la limitation des mandats, s'agissant des fonctions à mandat. Chaque fois que des fonctions à mandat accordent une perpétuité, il y a un risque d'autocratie. Or, là, également dans votre juridiction, je suis mauvais dans les calculs, mais il y a plus d'un juge qui est là, alors que le mandat, c'est 7 ans renouvelable une fois. C'est clair que je posais ce problème. D'ailleurs, lorsque je pose des questions, mes voisins disent « Ah, tu es en train de gaspiller la réunion. » Donc, tout ceci pour dire
que vis-à-vis du pouvoir, nous ne pouvons pas avoir flirté. Oui, nous nous sommes certainement approchés avec beaucoup de maladresse. Et je voudrais par ailleurs, à l'égard de mes amis et à l'égard de ceux à qui j'en fais l'offre, je voudrais à la limite exprimer ma désolation parce que ça a pu vous décourager pour certains, et parmi là d'ailleurs même, comme les autres j'imagine, s'en est remise, enfin, a dû un moment rentrer en colère. Je m'en excuse, je suis des vôtres et désormais je suis bien revenu parmi vous. Madame Moronso, effectivement, a posé le problème des partis politiques représentés par plusieurs têtes. La réponse arrive. J'ai voulu répondre ici, mais non, je préférais répondre là-bas parce que j'aime le face-à-face. Je dirais à Madame Moronso ceci, je vous en fais la primeur, mais dans l'expression, ce sera autrement, bien sûr, articulé. Je lui ferai remarquer que la mission de la Cour est de veiller à la conformité de toutes les lois de la République à la loi fondamentale. Voici sa mission principale. De manière, je dirais, accessoire, sinon saisonnière, la Cour s'occupe du contentieux des élections politiques. C'est ça sa mission. Sur la première mission, à savoir le contrôle de la conformité des lois à la Constitution, elle n'est pas un modèle parce que moi j'ai descendu la Cour lorsqu'elle s'est prononcée dans les ordonnances. Elle a annulé l'ordonnance numéro 15 notamment, qui crée une nouvelle juridiction, vous vous rappelez. J'ai fait observer à la Cour que je ne lui adressais pas du tout de félicitations, au-delà du résultat que j'accepte. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Les ordonnances prises pendant l'intercession sont soumises, bien sûr, à un régime de contrôle qui est naturellement parlementaire par la voie de la ratification et qui peut être juridictionnel, notamment lorsque l'ordonnance touche à la Constitution. Dans le cas d'espèce, l'ordonnance modifie l'organisation judiciaire qui, elle, relève d'une loi organique. Mais le contrôle de la Constitution, de la constitutionnalité des lois par voie d'action, parce que c'est le cas, non, oui, par voie d'action, est enfermé dans un délai qui était largement dépassé. Le barreau a saisi la Cour constitutionnelle hors délai. Mais quand une juridiction est saisie hors délai, elle ne peut même pas examiner le fond. Elle rejette. Comment la Cour a-t-elle pu s'auto-saisir alors qu'elle a fait observer elle-même qu'elle a été saisie hors délai pour annuler les ordonnances? Elle aurait dû simplement rejeter le recours du barreau et attendre qu'un avocat, dans le cadre d'un procès, soulève l'inconstitutionnalité de la loi applicable. Et ça lui revenait puisque dans sa mission de contrôle de la Constitution, elle a deux volants. Le premier, c'est le contrôle par voie d'action. Lorsque la loi est prise, la deuxième modalité, c'est le contrôle par voie d'exception. Lorsque dans le cadre d'un procès, une partie dénonce l'irrégularité. Dans le cas d'espèce, la Cour ici essaie de se racheter. Et je ne lui offrirai pas l'occasion de se racheter parce que je vais évoquer une hypothèse. Sur le principe, l'État fonctionne autour du principe de la séparation des pouvoirs. Exécutif, la gestion de la cité, législatif, le vote de la loi et le contrôle du gouvernement, judiciaire, la sanction des écarts à la loi. C'est ça les trois missions de l'État. Elle a une mission juridictionnelle, trancher les écarts à la Constitution. Quand le juge de la Constitution va s'intéresser aux questions de la gouvernance, elle établit un risque, elle établit un tort qu'on appelle le gouvernement des juges. Voilà les juges qui n'arrivent pas à rendre leur mission, à accomplir leur mission, qui vont s'intéresser aux missions du gouvernement. Et le gouvernement des juges, c'est l'un des écueils de la mauvaise gouvernance dans un pays. Monsieur Bozibo nous invite à rester lucides. Merci pour l'invitation. Nous essaierons de rester lucides.
cet égard, il s'interroge sur la question de savoir comment est-ce que moi je fonde autant de croyances dans un régime pour qui disent le droit, alors que ce régime-là est foncièrement hors la loi. C'est votre question. Cher ami, le monde dans lequel nous vivons se parle à lui-même en dedans, mais parle aussi à la communauté internationale. Nous avons en partage avec les nations du monde un certain nombre de principes, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1958, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De ces deux textes, qui sont communs à tous les pays du monde, il est institué un certain nombre de valeurs, notamment que la souveraineté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. La souveraineté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Lorsqu'on le dit oui, notre régime ne s'en préoccupe pas. Mais lorsqu'on le dit à la face du monde, ça parle à certains pays, et particulièrement aux plus grands. Nous sommes en compétition pour solidariser les pays du monde autour de notre cause. Et dans cet esprit, il est bon qu'on sache parler au monde. Mes actions, nos actions participent à savoir parler au monde. Cher ami, je rentre des États-Unis d'Amérique où j'ai été invité par le Congrès américain, l'une des plus grandes instances institutionnelles du monde. Mais j'ai été choisi comment, du tout? Mais parce que, à certains égards, ils constatent que nous parlons le même langage. Il est bon qu'on commence à parler le même langage. Parce que la révolution que nous voulons organiser se fera aussi par notre capacité à fédérer, à solidariser le monde à notre cause. Donc, moi, je parle au monde quand je pose certains actes au Gabon. Et c'est important parce que vous comme moi, nous avons certainement une conviction, les choses ne se régleront pas par les urnes. Mais si ça ne se règle pas par les urnes, il faut que sur le terrain sur lequel ça va se régler, nous soyons à notre avantage. C'est le monde qui participera à libérer le Gabon. Comme Lafayette a participé à libérer les États-Unis, comme les troupes débarquées en Normandie, les troupes américaines ont participé à libérer la France. Il faut construire la solidarité du monde au travers des causes, et nous y sommes. Dans un monde complice. Ça s'appelle la complicité selon votre approche. J'en prends acte, mais ça s'appelle aussi la solidarité internationale. Et les Nations Unies, c'est la tribune de la solidarité internationale. Et nous voulons être à notre avantage là-dessus. C'est cela, effectivement, la nouvelle gouvernance que nous représentons ici. Mais comme M. Jourdain, qui faisait la proposition sans le savoir, nous l'ignorons. Arrêtons de nous ignorer dans les capacités que nous avons. C'est mon message, monsieur. Le plan B... Dans le plan B, vous nous invitez peut-être envisager de repartir chez M. Ping, sans nous faire la démonstration en quoi son approchement libéral le Gabon propre. La dit chez M. Ping, mais je dis de repartir dans un dialogue avec toute l'opposition. J'ai juste dit Ping parce que c'est lui qui a été de repartir dans le dialogue. D'accord. L'enjeu est plus important que ça. Il faut repartir dans le dialogue. Tout à fait. Pour ne pas les disperser. Pas M. Ping. Tout à fait. Par déformation professionnelle, je note toujours ce qui se dit, ce que je dis moi-même avant et ce que disent les autres. J'ai vu que vous avez cité Ping, mais vous avez précisé votre pensée, c'est pas plus mal. Mais monsieur, le front, dans sa configuration officielle que nous représentons, est toujours en avancée dans le débat de la dynamique unitaire. Le front est en association avec l'UEFA. Simplement que le phénomène Ping a des répercussions transversales aussi. Parce que Ogouligende est de l'UEFA. Parce que Maïla est de l'UFC. Or, quand vous êtes en accord avec l'UEFA, vous êtes en accord avec les partis politiques signataires d'un appel qui a été lancé, je crois, le 13 mars ou le 14 mars.
Donc, nous, on n'a pas reculé sur ce qui doit être la dynamique unitaire. Nous constatons simplement que des Gabonais comme vous et moi aiment à se laisser distraire. Mais dans tous les cas, nous irons, bien sûr, comme vous le dites, parce que ça c'est du bon sens, nous irons toujours à la dynamique unitaire pour conforter la cause de l'opposition. Je découvre M. Christian Mayandji et j'en suis tout à fait heureux. Je le disais dans Facebook, je l'ai en face et je suis heureux. Christian Mayandji évoque son approche des primaires, du moins apprécie les primaires populaires que lui et moi nous partageons, mais qui pourraient être militantes, primaires militantes, parce que j'ai envisagé que des partis politiques pouvaient avoir une représentation élargie à 100 délégués. Ça n'est qu'une hypothèse de travail pour l'instant. C'est celle que mon parti suggérera en raison des délais. Lorsque j'évoque cette hypothèse, je suis président du Front. J'indique qu'il est bon qu'on y songe et qu'au moment où on y songera, il est peut-être bon que cette primaire ait cette configuration-là. Je suis combattu. À la vérité, l'audience du 11 septembre a inauguré l'approche conflictuelle dans laquelle le dénigrement systématique des partenaires était devenu la règle. En fait, ce dénigrement-là se servait de cet événement pour effectivement me faire payer cette impertinence que je me permettais d'afficher en proposant l'hypothèse que vous et moi nous partageons. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, les délais urgent, nous semblent urgés, en tout cas d'aucuns disent qu'il y a péri dans la demeure. C'est à cela que je dis, à moyen terme, on pourrait, pour avoir une assemblée qui désigne, qui soit suffisamment représentative, élargir à 100 délégués par parti le critère de désignation. Mais donc, le cas, tout reste tout à fait ouvert, et moi je suis d'accord avec vous. Vous regrettez que, par nos rapports pas très constants, nous contribuons à vous affaiblir. Oui, c'est l'une des faiblesses de notre organisation. Il est bon que, de part et d'autre, nous ayons un cadre d'échange suffisamment cohérent pour que vous soyez au même niveau d'information que nous. Mais là-dessus, je crois que nous devons nous fédérer pour dire que la stabilité n'a pas toujours marqué nos deux organisations. Chez nous, avec la perturbation PIG, ça n'a pas toujours permis la sérénité nécessaire pour que nous ayons cet échange-là, parce que la bataille était d'abord à gagner au plan interne. Je sais que vous-même aussi, ici, sans rien enlever au mérite des femmes commando et de tous les autres, vous êtes parvenus à la CAPO, mais ça n'a pas été toujours une mer tranquille. Donc, au moment où nous retrouvons tous un minimum de sérénité, il est bon effectivement que de manière définitive, nous mettions en place cet échange-là pour que vous soyez effectivement à jour. Et là-dessus, je voudrais prendre date avec le président Esson Meunier pour que la CAPO, qui a été acceptée au fond, puisque votre déclaration a été lue et appréciée par tout le monde. Donc la CAPO peut se considérer comme membre du Front, et à cet effet, vous pouvez valablement déléguer des membres à vous sur Libreville pour que, de manière directe et sans intermédiaire, ils vous fassent le point, bien sûr, sans que d'autres voix puissent contribuer à conforter votre information.